Josh ici. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographic Show, chaque tueur en série en liberté aujourd'hui. Numéro 11. Tout a commencé par un rêve. Un parent disparu révélant l'emplacement glaçant de son corps. Une carrière abandonnée à la lisière des bidonvilles de Carr à Nairobi. Lorsque la famille en fouillant la carrière, elle est là. Mais elle n'est pas seule. Il y en a presque une douzaine d'autres, au moins. Leurs têtes, membres et torses, sont exposés en tas ensanglantés. Ils ont tous entre 18 et 30 ans. Les habitants partagent la même opinion. Comment cela se fait-il ? Le poste de police est à moins de 100 mètres 3 jours plus tard. La police avait un homme en garde à vue. Les victimes avaient disparu sur plus de 2 ans. La police ne résolvait pas ces crimes, jusqu'à ce que des habitants furieux réclament des réponses dans la rue. Le suspect a alors avoué, tout simplement. Il a avoué avoir assassiné 42 femmes. L'une d'elles était sa femme disparue. Il s'appelait Collins Jumezi Kalusha, un conducteur de taxi-moto de 33 ans. Il a tout raconté à la police, mais a ensuite affirmé à un avocat qu'il l'avait torturé. Puis vint son tour de disparaître. Il s'est évadé du commissariat avec 12 autres hommes découpant un toit grillagé et sautant le mur. On disait qu'ils avaient soudoyé des policiers pour qu'ils ferment les yeux. Et beaucoup pensèrent que Kalusha n'était même pas le vrai meurtrier, accusant la police. Ils estiment que les policiers étaient trop paresseux pour déplacer les corps loin de leur travail, et avaient déjà mauvaise réputation. Torture, arrestation illégale, enlèvement, même des escadrons de la mort, qui que soit le meurtrier, il est maintenant en liberté. Connu sous le nom de Vampire ou la Bête de Kwar, il est le pire tueur en série de l'histoire du Kenya. D'accord, maintenant, voyageons dans le pays, où être tueur en série peut vous valoir une place sur Netflix. Numéro 10. Le 8 avril 1992. Un homme est entré dans un magasin Payless Shoe Source à Indianapolis et a tiré sur la gérante, Robin Fuldauer, âgée de 26 ans. Le meurtrier a volé moins de 100 $. Cela semblait un vol, mais c'était plus. 3 jours après, un homme entra dans la brade de Elegance Bridal Shop à Wichita, après 18 heures. Le magasin devait être fermé, mais il est resté ouvert pour une cliente récupérant une ceinture de smoking. Un homme est entré calmement et a tiré sur les 2 employés avant qu'elle ne puisse dire que le magasin était fermé. La cliente pour la ceinture de smoking est arrivée juste après. Le tueur lui a dit d'aller au fond du magasin, mais il a refusé, et cela lui a probablement sauvé la vie. Pour les médias, il était le tueur de l'Interstate 70. Son terrain de chasse était l'Interstate 70 longue de plus de 3300 km. 16 jours plus tard, Michael McCown, âgé de 40 ans, a peut-être été pris pour une femme. C'était peut-être à cause de sa queue de cheval. Il rangeait les étagères derrière le comptoir du magasin de sa mère, Sylvia Ceramics à Terre Haute, Indiana, lorsqu'un homme armé lui a tiré dans le dos. Le tueur a pris son portefeuille, et moins de 50 $, mais ce n'était pas qu'une question d'argent. Il chassait. 6 jours plus tard, Nancy Kitzmiller, 24 ans, fut la suivante. Elle n'était même pas censée travailler ce jour-là dans le magasin de chaussures à St. Charles, Missouri. Le destin lui a joué un tour lorsque le tueur de l'Interstate 70 est entré dans le magasin et lui a tiré une balle à l'arrière de la tête. Sarah Blessing, 37 ans, a été tuée 4 jours plus tard dans une boutique de cadeaux où elle travaillait à Rayton, Missouri. Puis il s'est arrêté. Personne ne sait pourquoi. D'autres meurtres par balles similaires ont eu lieu. Peut-être que le tueur ne s'est jamais arrêté. Le tueur de l'Interstate 70 n'était pas le seul monstre sur les autoroutes d'Amérique. Numéro 9. Entre mars 1988 et avril 1989, 9 femmes ont été brutalement assassinées dans la région de New Bedford, dans le sud-est du Massachusetts. La police soupçonne qu'un seul homme, appelé le tueur de l'autoroute de New Bedford, serait responsable. Il est probable qu'il ait d'abord rencontré les femmes en ville, mais qu'il abandonnait leur corps à proximité, à Dartmouth, Freetown, Westport, et le long de la route 140 du Massachusetts. La première victime était Robin Bobby Linrod, âgée de 29 ans. Elle a disparu en avril 1988. Son corps a été retrouvé environ 1 an plus tard par un chien de recherche de la police. Bobby n'était pas une prostituée, contrairement à la majorité des autres victimes, presque toutes grandes consommatrices de drogue, ce que les criminologues appellent parfois des victimes jugées moins importantes, des personnes jugées insignifiantes de leur vivant et souvent ignorées après leur mort lors des enquêtes. Comme Rochelle Clifford d'Opirala. Âgée de 28 ans, elle a disparu en avril, et son corps a été retrouvé en décembre, dans une tombe peu profonde, non loin d'une piste de quad. Elle avait été battue à mort. Kenneth Ponty a été arrêté, mais les preuves étaient insuffisantes pour le condamner. Son ex-petite amie était Bobby, mais ce n'était pas lui. La police a interrogé le dernier homme vu avec Rochelle, un ancien détenu. Il a également été innocenté.
Mais il s'est avéré que l'une de ses anciennes petites amies était Nancy Paiva, et Paiva allait devenir la 7e victime du tueur de l'autoroute de New Bedford. Et elle a été vue pour la dernière fois en train de quitter un bar le 7 juillet 1988 après s'être disputée avec son petit ami. Comme beaucoup d'autres, elle a été étranglée et abandonnée près de l'Interstate 195. Les détectives découvraient déjà des éléments sur le tueur, qui positionnait les corps, ce qui faisait peut-être partie de sa signature. Elle était allongée sur le dos, pied vers l'autoroute. La police a ainsi retrouvé le corps de Deborah Medeiros, 29 ans. Comme Paiva, elle avait bu, et s'était disputée avec son petit ami avant de partir, et elle n'est jamais revenue. Le tueur l'avait étranglée avec son soutien-gorge, comme Deborah Lynn McConnell, 25 ans tuée à la même période. Il en a déshabillé certaines, il en a étranglé d'autres, et il en a probablement mis certaines en scène. Cela ne pouvait être l'œuvre que d'un seul homme. New Bedford n'est pas une grande ville. La population dépasse 101 000 habitants. Beaucoup de ces femmes se connaissaient, travaillèrent dans les mêmes rues, et achetaient héroïne ou cocaïne aux mêmes dealers. La police a retrouvé le corps de Deborah Greenlow Dumello, 35 ans disparue depuis juillet 1988 avec ses vêtements accrochés à un arbre. Mais plus important encore, les détectives ont trouvé sur elle des objets ayant appartenu à Nancy Paiva. Il s'agissait de trouver le lien. Un individu, possiblement avec un passé violent et des troubles mentaux, connaissait toutes les femmes. Plusieurs suspects existaient, dont certains sérieux. Le principal était Anthony de Grazia. Il avait des antécédents de violence extrême envers les femmes et a été incarcéré pour ces faits. Mais lui et ses avocats ont dénoncé une poursuite et une incarcération injustifiées, évoquant un manque de preuves. Il était le principal suspect dans les meurtres de Bedford lorsqu'il a été retrouvé mort dans le jardin des parents de son ex-petite amie en 1990. La cause du décès était une overdose de comprimés. Sa famille pense qu'il s'agit d'un homicide. Il n'a jamais été prouvé qu'il ait tué toutes ces femmes. Son nom comme principal suspect a ensuite été retiré par le bureau du procureur. L'avocat de Grazia a soutenu que qualifier son client décédé de suspect était une insinuation mensongère et une fausse accusation contre un malheureux innocent. En d'autres termes, les preuves contre de Grazia ne sont probablement pas très solides. L'affaire du tueur de l'autoroute de New Bedford reste non résolue. Comme dans l'affaire suivante, un autre tueur de ceux que l'on oublie, numéro 8. En février 2009, une femme promenait son chien à la périphérie de West Mesa, à Albuquerque. Elle avait quitté la route et s'était aventurée dans le désert. Et c'est là qu'elle l'a vu, un os qui dépassait du sol. Mais il n'y en avait pas qu'un seul. Les enquêteurs ont commencé à creuser et découvert un cimetière d'âmes perdues, 11 femmes disparues. Il était probable qu'elles aient toutes disparu entre 2001 et 2005. Des prostituées, toutes latinas, sauf une, Celania Mimi Edwards, une jeune femme afro-américaine qui avait fugué de chez elle en Oklahoma. Une autre victime, Michelle Valdez, était enceinte de 4 mois au moment de sa mort. Les restes de son fœtus ont été retrouvés avec elle. C'était l'œuvre d'un tueur en série. Ils l'ont appelé le collectionneur d'os. 11 corps, mais beaucoup plus de femmes avaient disparu depuis 2000. Un Lorenzo Montoya, 39 ans, employé d'une imprimerie locale, était le principal suspect. Mais il avait été abattu en 2006, après avoir rencontré Sharika Hall, 19 ans, dans une salle de discussion en ligne. Elle avait accepté d'aller chez lui, une caravane proche du futur cimetière. Son proxénète et petit ami, Frederick Williams, 19 ans, les a suivis. Plus tard, en voyant Montoya sortir le corps de Sharika de la caravane, il a tiré et tué Montoya. La police a affirmé que Sharika ne pouvait pas être sa première victime. Le meurtre était trop brutal pour être isolé. Lors de la fouille de la caravane de Montoya, les détectives ont trouvé une vidéo maison où il forçait une femme à avoir des rapports sexuels. Elle était inconsciente ou morte. Ensuite, on voyait un mur et le bruit du ruban adhésif qu'on arrachait. La victime n'a jamais été identifiée. Les détectives avaient reçu un renseignement sur un réseau de trafic sexuel lié au Salvador. Il opérait dans tout le sud-ouest, le sud et l'ouest des États-Unis, mais il n'y avait aucune preuve médico-légale suggérant que Montoya avait tué les autres femmes. L'affaire du collectionneur d'ossements de West Mesa reste non résolue. Fasciné par les ténèbres de l'esprit humain, aimez, partagez et abonnez-vous pour d'autres analyses glaçantes inédites. D'accord, si vous aimez les théories du complot, vous allez adorer la prochaine. Numéro 7, le 15 décembre 2016, Dakota James a appelé son amie Shelly. Sa voix était prise de panique quand il lui a dit « Je ne sais pas où je suis, j'ai tellement froid. S'il te plaît, aide-moi, je suis perdu. » Il lui a dit qu'il avait approché des policiers et leur avait demandé de l'aide, mais qu'il l'avait tout simplement ignoré. Shelly a utilisé une application de localisation et a découvert que Dakota se trouvait quelque part dans le sud de Pittsburgh. Il avait assisté à une fête de Noël organisée par son travail et s'était retrouvé dans la rue d'une manière ou d'une autre. Il a marché environ 4 heures, complètement confus,
sans savoir comment il était arrivé là. Trop de fêtes? Ou quelqu'un aurait-il mis de la drogue dans le verre de Dakota? 5 semaines plus tard, il a été filmé quittant un bar du centre-ville de Pittsburgh en tapant sur son téléphone. Puis il a disparu. Le 6 mars 2017, 40 jours plus tard, une femme promenant son chien a trouvé Dakota gonflé et mort dans l'Ohio. C'était à environ 16 km de l'endroit où la caméra l'avait aperçu. La police a déclaré qu'il s'agissait d'une noyade. Peut-être qu'il traversait un pont et qu'il est tombé. Les parents de Dakota n'y croyaient pas. Leur fils tenait bien l'alcool, et c'était un athlète redoutable dans l'équipe de natation de l'université. Comment aurait-il pu simplement tomber dans une rivière et se noyer? Ça n'a jamais eu de sens pour moi, a dit sa mère plus tard. C'est là que ça devient étrange. Certains rapports disent qu'il avait du GHB dans son organisme. Les parents de Dakota ont engagé un pathologiste qui a confirmé l'absence d'actes criminels dans le rapport d'autopsie. Le pathologiste a observé des marques sur le cou, évoquant une ligature, et les doigts de Dakota portaient des signes d'une tentative pour retirer une corde. Ce n'est pas une conclusion officielle. Autopsie indépendante menée par un pathologiste engagé par les parents. De plus, quelqu'un a utilisé son compte PayPal 2 jours après sa disparition. Il y avait aussi 11 symboles en forme de smiley peint sur le pont Roberto Clemente, le pont d'où il aurait pu tomber. 2 anciens détectives du NYPD qui aident les parents à découvrir la vérité enquêtent sur le tueur au smiley depuis des années. De jeunes hommes disparus, tous des sportifs, tous à l'université dans la fleur de l'âge. Les détectives ont trouvé au moins 45 cas comme celui-ci, tous très similaires, tous noyés dans des circonstances étranges avec des smileys peints à proximité. 19 de ces hommes morts ont été retrouvés dans seulement 2 États, le Minnesota et le Wisconsin. Mais les détectives pensaient que les tueurs ont frappé partout aux États-Unis. Il y en a trop pour tous les mentionner en détail, comme William Hurley, qui serait apparemment tombé à l'eau à Boston et s'est noyé. Ses parents n'y ont pas cru. Pas d'acte criminel, ont dit les policiers. Les parents ont découvert que leur fils avait un traumatisme crânien, à l'orbite de l'œil et à la jambe gauche. Du GHB a aussi été retrouvé dans son organisme. Un smiley avait été peint près de la rivière. Avec Dakota, un autre point n'avait aucun sens. Tous ceux impliqués savaient qu'il était impossible que son corps soit resté dans l'eau. 40 jours, c'était indiscutable. Où était-il passé? Les détectives disent que leur chiffre de 45 est sous-estimé. Le tueur au smiley aurait pu faire plus de victimes. Selon eux, il s'agirait d'un groupe, pas d'un seul tueur. Et ils trouvent une victime, et partagent sa biographie en ligne. Jeune, beau, sportif, talentueux. Ensuite, ils le surveillent. Ils sont intelligents, ne communiquant que sur le dark web. L'un des détectives a dit que le niveau de sophistication est étonnamment élevé. Chaque ville a une cellule avec peut-être 12 personnes, et chacune a un rôle à jouer. Le mobile? Peut-être l'envie? Les détectives affirment que les meilleurs athlètes viennent souvent des familles aisées. Il pourrait s'agir de privilégiés traqués par les démunis. Et si c'est vrai, ils sont toujours en liberté. D'accord. Si le smiley est sophistiqué, ce tueur suivant est tout le contraire. Numéro 6. Larry Eugene McChristian, âgé de 64 ans, vaquait simplement à ses occupations à Little Rock, Arkansas, le 24 août 2020. Quelques heures plus tard, il a été retrouvé mortellement poignardé dans une rue calme. Les images de vidéosurveillance montraient le suspect s'éloignant. Il s'arrête, revient sur les lieux et poignarde de nouveau McChristian. Un mois plus tard, un homme allant chez son ami a découvert le corps de Jeff Welch, 62 ans affaissé sur le porche. Welch avait été poignardé au cou. Un homme semblait tuer des inconnus au hasard, et puis quelqu'un a bien réussi à l'apercevoir. Le 11 avril 2021, alors que Deborah Walker vaquait à ses occupations dans une autre banlieue de Little Rock, un homme étrange s'est soudain approché et l'a poignardé. Il l'a laissée dans la rue, dans une mare de sang, avec 15 plaies sur le corps. Elle a survécu et déclaré à la police que l'agresseur était un jeune homme afro-américain mince. Le lendemain, à quelques rues de là, Marlon Anthony Franklin a été retrouvé poignardé à mort, probablement par le même homme, l'éventreur de Little Rock. Le mode opératoire était le même, personne n'a été inculpé. Passons maintenant à la Russie, où un maniaque est en liberté. Numéro 5, le 14 juillet 2005. La police russe a découvert le corps de Svetlana Stepanova, âgée de 19 ans. Il avait été abandonné sur un chantier de construction désaffecté dans la ville de Tcherepoviets. Le tueur serait connu sous le nom du maniaque de Danilovski. Ses victimes, toutes jeunes femmes, ont été agressées puis étranglées. 7 lui ont été attribuées avec certitude entre 2004 et 2007. Comme dans beaucoup d'autres meurtres horribles, le tueur avait laissé sa carte de visite.
Pas sa signature, pas son ADN, mais des peintures qu'il avait griffonnées sur les murs ou les fenêtres là où il abandonnait ses proies. Mais il ne s'est jamais éclipsé discrètement. Il avait été vu. La police a donné une description. Un homme peut-être dans la trentaine bien avancée, mesurant entre 180 et 190 cm de corpulence robuste, avec des cheveux blonds courts ou dégarnis. Il avait été remarqué rôdant aux abords d'une école. Des enfants l'ont vu. Il dessinait des images choquantes sur les murs de l'école. Mais où il est allé après cela, nous ne le savons pas. 7 meurtres sont confirmés, mais il pourrait en avoir commis bien plus. Il serait toujours en liberté, cherchant de jeunes femmes à enlever. Et maintenant, passons à un maniaque d'un tout autre calibre. Numéro 4, en avril 1985, un chauffeur de camion s'est arrêté pour boire un verre à Fukuyama, Hiroshima, au Japon. Il s'apprêtait à acheter quelque chose à un distributeur automatique lorsqu'il a vu une bouteille de jus Oronaman C. D'abord, sa bouche s'est couverte de cloques, puis il a eu mal à l'estomac. Et son cœur, il battait à tout rompre dans sa poitrine. Il est devenu confus. Il pouvait à peine respirer. Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance hépatique. Son corps a complètement lâché. Il a mis 1 mois à mourir, mais ce fut un mois d'enfer. Il est mort d'un empoisonnement au paraca, une toxine présente partout au Japon et dans les herbicides utilisés pour tuer les mauvaises herbes. Cette année-là, plus de 2000 Japonais s'en sont servis pour se suicider, mais désormais, quelqu'un l'utilisait pour tuer. En septembre, les prochaines victimes sont décédées, à commencer par un homme de 44 ans. Il était ravi de voir que l'Oronaman C faisait une offre 2 pour 1. Il a bu les 2 bouteilles sur place. Comme l'autre homme, ce fut une mort atroce, 6 semaines d'agonie. Il y en eut d'autres. Des hommes, des femmes, une fille de 17 ans. C'était l'œuvre d'un tueur en série inédit au Japon. Toutes ces victimes empoisonnées n'ont pas survécu. 35 sont tombés gravement malades, 12 ont succombé. La plupart avaient bu de l'Oronaman C, mais certains avaient bu du Coca-Cola contaminé. Les victimes n'étaient donc pas choisies. Ils étaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Le gouvernement a demandé de vérifier si les bouteilles étaient altérées. Des millions d'autocollants et d'avertissements ont été placés sur les 5,2 millions de distributeurs automatiques du Japon. Mais en décembre, le tueur avait cessé. Personne ne savait pourquoi il ou elle avait agi ainsi, ni si certains meurtres c'étaient des crimes d'imitation. Peut-être avait-il lu sur les meurtres au Tylenol aux États-Unis en 1982. Comme dans cette affaire, le tueur japonais pourrait être en liberté aujourd'hui, même si les bouteilles inviolables et la vidéosurveillance rendent sa méthode bien plus difficile. Nous partons maintenant pour l'Australie, sans doute l'affaire la plus tordue que vous entendrez. Numéro 3. Adélaïde a eu beaucoup de malchance avec les tueurs, mais cette affaire est d'une brutalité inimaginable. En 1979, Alan Arthur Barnes, âgé de 16 ans, a disparu alors qu'il faisait de l'autostop. Son corps a été retrouvé plus tard, au réservoir de South Para, au nord-est de la ville. Ce n'était pas juste un meurtre, c'était d'une perversité inimaginable. Barnes avait été drogué et torturé, son corps mutilé. Selon l'examen post-mortem, la cause du décès était une perte de sang massive due à l'introduction forcée d'un objet volumineux dans son corps. Mais le pire restait à venir. Neil Frederick Muir, 25 ans, et ayant des antécédents liés à la drogue, a été assassiné environ 2 mois plus tard. Ses meurtriers l'avaient écorché. Les médias australiens se demandaient si le tueur était un boucher ou un chirurgien, le qualifiant de déviant sexuel maniaque. Comme Barnes, selon un examen post-mortem rapporté par le Sydney Morning Herald, Muir était mort d'une hémorragie massive après qu'un objet volumineux ait été introduit de force dans son corps. Les meurtriers ont découpé son corps et l'ont jeté dans des sacs poubelles. 2 autres corps ont suivi, dont l'un a été brûlé accidentellement par un fermier. L'autre, Mark Andrew Langley, âgé de 18 ans, a été assassiné en 1982. Il avait été drogué avec un sédatif et selon le Sydney Morning Herald, citant un examen post-mortem, je cite, « Une zone de son bas-ventre avait été rasée, ouverte, grossièrement recousue et recouverte d'un bandage. La douleur qu'ils ont dû ressentir devait être inimaginable. » Et la prochaine victime, Richard Dallas Kelvin, tué en 1983, a été maintenu en vie et drogué pendant 5 semaines pendant qu'il le torturait. Les médias australiens ont rapporté que l'autopsie a révélé qu'il était mort d'une perte de sang, probablement causée par l'insertion d'un objet dans son corps. Les blessures étaient si similaires que les détectives croyant qu'il s'agissait forcément du même tueur. Kelvin avait été enlevé dans la rue le soir, lorsque ses cris ont été entendus par des témoins, mais jusqu'à présent, la police n'avait aucune piste solide. Quel genre de personne aurait pu commettre de tels actes violents? Une seule personne, ou plusieurs? Un homme a été arrêté et condamné en 1984, mais seulement en lien avec l'un des meurtres. Il s'appelait Bevan Spencer von Einem.
Des traces retrouvées chez lui ont mené à Richard Kelvin. Il a refusé de révéler d'éventuels complices, et aucune preuve n'a permis de le condamner pour les autres meurtres. Toutes ces affaires restent non résolues. On pense qu'il y avait un groupe de tueurs, et jusqu'à présent, aucun n'a été arrêté. Des détectives australiens estiment que jusqu'à 12 tueurs surnommés « la famille » traquaient de jeunes hommes pour satisfaire leur perversion violente. Une criminologue ayant étudié l'affaire pendant des années a déclaré à ABC News Australia qu'elle était certaine que les membres de la famille étaient ou sont des membres respectables et puissants de la communauté. En 2025, la police offrait toujours jusqu'à 3 millions de dollars australiens pour toute information pouvant mener à des arrestations. Maintenant, passons à une affaire étrange qui a laissé la police perplexe. Numéro 2. Le tueur à la jambe sectionnée. En janvier 2000, la police turque n'a pas trouvé de corps, mais une jambe isolée. Quelqu'un l'avait jetée dans une poubelle au célèbre bazar aux épices d'Istanbul. Les experts médico-légaux affirment que le membre appartenait à une femme d'environ 26 ou 27 ans. Elle avait été sectionnée avec une précision chirurgicale 3 jours avant sa découverte. La jambe était rasée de près et avait une pédicure récente, puis une autre a été retrouvée. Le 19 mai de la même année, le capitaine d'un bateau amarré au port d'Iminonu à Istanbul a entendu un bruit sourd et régulier, boum 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 contre la proue. Il est sorti voir ce que c'était, et a aperçu une jambe dans l'eau. Un passager de son bateau a trouvé une autre jambe sur la rive à proximité. Elle formait une paire assortie. On pensait que la victime avait entre 25 et 30 ans. Elle serait morte environ 10 jours avant la découverte des jambes. Là encore, ses ongles étaient vernis d'un joli rouge foncé. 4 jambes, en l'espace de quelques mois dans la même ville. Quelque chose n'allait pas ici. Lorsque la police a trouvé une autre jambe en décembre, ils étaient alors presque certains d'avoir affaire à un tueur en série, peut-être fétichiste des jambes ou des pieds. La jambe a été découverte par des lycéens choqués. Comme les autres jambes, quelqu'un en avait pris grand soin. La propriétaire avait entre 22 et 24 ans, et était décédée quelques jours avant que sa jambe ne soit découverte. Les médias turcs ont rapporté qu'il s'agissait de la 4e ou 5e jambe, retrouvée au cœur d'Istanbul, avertissant que le tueur pouvait en chercher d'autres. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'un tueur en série. La personne qui avait coupé ses jambes l'avait fait avec précision, utilisant un instrument très tranchant et prenant son temps. Il y avait d'autres victimes, 2 hommes, mais cette fois, il y avait une différence. Le tueur avait bâclé le travail. Il les avait sectionnés sans la même attention qu'il avait accordée aux femmes, et les avait coupés au niveau du genou avec un couperet. C'était comme s'il ne se souciait absolument pas de l'apparence. Il a frappé de nouveau le 12 mars 2001, mais cette fois, 2 jambes ont été retrouvées à 50 mètres l'une de l'autre. Le plus choquant, c'est qu'elles appartenaient à 2 personnes différentes. L'une, une femme âgée de 20 à 22 ans, et l'autre, un homme d'environ 25 à 30 ans, et cela prouvait qu'il n'y avait qu'un seul tueur. Les coupures sur la femme étaient nettes, celles sur l'homme grossières. Encore un travail bâclé. Pour les habitants d'Istanbul, cela devenait effrayant. Mais moins de 2 semaines plus tard, il y en eut un autre. Contrairement au précédent, la victime avait un nom. Yasmine Dorga, âgée de 17 ans. Peu après la découverte de sa jambe, un inconnu a appelé son école, disant à la réceptionniste « Ne cherchez pas cette fille, vous ne la trouverez pas !» Selon les médias, l'appelant paraissait psychotique. Puis vint la dernière, retrouvée à Maltepe, une ville côtière de la province d'Istanbul, pas très loin des autres jambes. La victime, un homme, était âgé d'entre 30 et 35 ans. Comme d'autres victimes, il avait de l'alcool dans le sang et la jambe tranchée au genou. Mais pourquoi les jambes ? Sans doute parce que les jambes sont rarement identifiables. Le tueur était intelligent, très organisé, mais il savait peut-être aussi que des membres sectionnés provoquent bien plus de panique que des cadavres en général. Il voulait semer la peur. Sa manière de couper les membres des hommes de façon désordonnée, et du soin qu'il apportait aux jambes des femmes pouvait avoir une connotation sexuelle. Il détestait les hommes, peut-être parce qu'ils étaient liés aux femmes qui l'attiraient. Il aurait pu envier les hommes qu'il a tués. On a également émis l'hypothèse qu'il aurait pu couper de nombreuses jambes à un endroit, puis les transporter dans une valise pour les abandonner à certains endroits. Alors pourquoi a-t-il simplement arrêté ? Personne ne le sait. Peut-être a-t-il été arrêté pour un autre crime, est mort, ou est peut-être toujours en liberté à attendre sa prochaine victime. Voici la dernière, une affaire si terrifiante qu'elle vous donnera la chair de poule. Numéro 1. En 2014, la police est entrée dans une maison délabrée dans la forêt près de la ville d'Ibadan, la 3e plus grande ville du Nigeria. Enchaînées dans un coin, des personnes affamées gémissaient, rendues folles par le désespoir. Il y avait du sang partout sur le sol. 15 personnes au total, toutes gravement mal nourries. 8 autres
ont été retrouvés errant dans la forêt, hagardes, décrites dans les médias comme des squelettes vivants. La théorie était que ces personnes allaient être torturées et découpées lors de terrifiants rituels de sacrifice humain. Des parties de leur corps étaient secrètement vendues à des adeptes de magie noire. On ne peut pas en être sûr, mais c'était la théorie, car ils ont été retrouvés dans un cimetière de victimes de meurtre. 20 personnes, dont beaucoup en morceaux, leur corps à divers stades de décomposition. Des os, des crânes, des jambes encore couvertes de chair, tous éparpillés dans une horreur qui a choqué tout le pays. Que se passait-il? Il y avait des théories. Les médias nigérians ont évoqué l'implication de fonctionnaires, voire de politiciens. Suite aux témoignages de survivants identifiant leurs ravisseurs ainsi, des émeutes ont éclaté. Les corps n'avaient été découverts que parce qu'un groupe de conducteurs de mototaxi était parti à la recherche d'amis et de membres de leur famille portés disparus. La police locale n'avait été d'aucune aide. Y avait-il une secte de sacrifice humain à l'œuvre? Est-elle toujours active aujourd'hui, peut-être partout au Nigeria? Ces questions demeurent alors que le public attend des réponses. L'esprit d'un tueur en série est sombre et tortueux, mais les autorités sont déterminées à découvrir ce qui les pousse à tuer. Regardez, voici comment pensent les tueurs en série, selon un profileur du FBI pour plonger dans la psychologie glaçante derrière ces crimes. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo pour explorer d'autres sombres vérités.